Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS, vidéo qui va concerner une voiture de chez Beniscar. Et aujourd'hui, ce ne sera pas une voiture de sport, ce ne sera pas une voiture populaire, ce sera une voiture de luxe. Voilà, nous voici aujourd'hui chez Beniscar, à nouveau le spécialiste du Youngtimer en Ile-de-France. On est chez eux, on est content. Il y a des voitures que vous avez déjà vues sur la chaîne, d'autres que vous n'avez pas vues, d'autres que vous ne verrez peut-être jamais. En tout cas, il y a des voitures chez Beniscar, il y en a pour tous les goûts. On a tout type de modèles à montrer, ça c'est très intéressant. On les remercie encore chez Beniscar de nous mettre à disposition un nombre de voitures relativement important et très souvent de très très belle qualité, voire quasiment toujours de très belle qualité, à l'image de cette très belle série 7 E38. Cette série 7 E38, c'est une série 7 qui est légendaire, c'est peut-être la plus connue des séries 7, j'imagine, en tout cas entre les différentes générations qui sont sorties sur le site de BMW. La série 7 E38 donc, est sortie en 1994 jusqu'à l'année 2001, et donc c'est un modèle iconique de limousine traditionnel avec ce grand coffre plat droit, la vraie limousine, ces très belles jantes disponibles sur cette voiture. La série 7 en question ici, c'est une série 7 phase 2. On va détailler tout de suite ce qu'il y a comme équipement spécifique entre la série 7 E38 phase 1 et phase 2. C'est une version avec le moteur 730 diesel, donc c'est pas le moteur le plus luxueux et peut-être pas, encore que je ne sais pas, le moteur le plus adapté, en tout cas à la première approche, à la première lecture comme ça de la voiture. C'est peut-être pas le moteur le plus adapté au modèle. Il n'y a pas le prestige des V8 essence de la marque, ni même du V12, ni même du 600 lignes disponible sur différentes configurations. La 730 diesel répond par contre à une clientèle à l'époque, en tout cas, qui était une clientèle d'industriels ou de riches directeurs d'entreprise qui avaient besoin de se déplacer vite dans un grand confort et sans avoir besoin par exemple de remettre le plein, parce que visiblement une motorisation comme celle-ci sur ce type de voiture c'est fait pour ça. Et puis avec le couple très important de cette nouvelle génération de diesel à la fin des années 90 avec Common Rail, l'injection directe et tout ça, les turbos, on avait beaucoup de couples donc qui pouvaient rendre la conduite de ces voitures-là absolument agréable. Et donc la série 7 qui est sortie donc en 1994 avec cette carrosserie classique à 3 volumes et avec le style classique BMW, donc avec ce gros haricot sur le capot avant, avec ce prolongement qui va des nervures jusqu'au pare-brise à l'avant, les lignes latérales qui sont absolument très très classiques, intemporelles. Pour moi c'est un dessin qui est excellent, le long capot relativement droit, la ligne de caisse qui est droite, le toit qui est droit et le coffre qui est un petit peu plus court que la face avant fait pour moi partie de ce style légendaire. Ce que je pourrais reprocher peut-être au style de cette voiture, ce que j'ai un peu de mal, c'est ces feux arrière. J'aurais préféré, alors ils étaient dans la tendance BMW de ces années-là, comme le E39 et les E36, mais les feux par exemple qu'il y avait sur les E34 ou les anciennes séries 7, je les trouvais un petit peu plus jolis, mais c'est un point de détail, hein. C'est vraiment pas grand-chose. Véritablement le style général de cette voiture est exceptionnel. Et alors là, souligné avec ces jantes à double branche Motorsport, elles sont vraiment exceptionnelles. Elles lui vont à ravir avec ce bord poli et tout, c'est fabuleux. Et donc sur les phases 2, on avait certaines évolutions esthétiques. En premier lieu, on avait la possibilité sur les phases 2 d'avoir les feux clignotants en blanc, alors que sur les phases 1, c'était obligatoirement de l'orange. Après, on pouvait avoir des refabrications. Les feux étaient aussi également légèrement différents. Ici, on peut voir qu'il y a une courbure qui souligne le phare, alors qu'avant c'était un simple trait droit. Donc ça allait avec le style E46 qui était sorti en 98. Donc c'était les nouveaux styles BMW. À ce moment-là, quelques légers aménagements esthétiques sur les parties latérales. Par exemple, on pouvait avoir les bas de caisse peints. Là, ils sont noirs sur celle-ci, mais on pouvait avoir les bas de caisse peints. Le petit jonc chromé sur le coffre arrière qui n'était pas sur les phases 1. Voilà, il y a quelques détails
qui améliore la voiture tout en gardant son style originel du début des années 90. Et pour rappel, c'est une voiture qu'on a vue dans de nombreux films, elle est conduite avec de nombreux acteurs. J'en sais rien, on connaît tous le transporteur plus ou moins. Il doit y avoir aussi Gérard Depardieu qui devait en avoir une, je crois, dans un film, une blanche. Donc une configuration pas très commune, tout ça c'était des versions essence, puis il y a d'autres films, enfin bref, c'est une voiture qui a une très belle James Bond, j'allais oublier James Bond, il y a une carrière dans le cinéma relativement importante, preuve que c'était un modèle avec une ligne tout à fait sympathique et tout à fait qualitative devant une caméra, donc ce pourquoi. Donc ce qui est frappant avec cette voiture, bah, évidemment c'est le poids de la porte. Là, on a de la grosse charnière. Hein. C'est pas de la petite porte là. Hein. On a de la grosse charnière. Il y a un poids, il y a quelque chose. Quand on ouvre ça, on sent qu'il y a quelque chose dans la main. Donc ça fait plaisir. Il y a autre chose qui me fait plaisir moi dans cette voiture, c'est que à peine j'ai ouvert la porte de cette voiture et je sens la BMW. Bon, alors moi j'adore les BM, j'adore l'odeur des BMW. Le mec qui est fan de BMW et particulièrement des anciennes BMW retrouvera l'odeur et il sera immédiatement pris par la voiture. Moi je suis pris par cette odeur, je vais pas me le cacher. Et évidemment, si vous êtes allergique aux intérieurs de BMW, vous serez allergique à cette BMW parce que c'est évidemment le gratin des BMW de cette génération-là, avec le bois. Moi, je signe immédiatement le bois de ces voitures-là. Je signe. Les mecs qui mettent de l'alu à la place, je comprends pas. Il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a pas d'intérêt. C'est le bois dans ces caisses-là. C'est fabuleux. Tout est en bois. Là. Les parties centrales, au niveau du logo, le levier de vitesse, le cendrier, le bois qui parcourt jusqu'aux portes, etc., même à l'arrière. Quand j'ai voulu fermer la porte tout doucement, j'ai pas pu. Là, je m'assois. Il y a un petit peu de bruit dehors parce qu'on est dans une sorte de zone industrielle. Je ferme la porte, je n'entends plus rien. Il y a une espèce de kangou qui est passé. Je ne l'ai pas entendu. On n'entend rien du tout. On est à une totale isolation dans cette voiture. C'est assourdissant. C'est fou. On a une sensation de plénitude dans cette voiture. C'est aberrant comme c'est fou. Cette voiture, quand on est dedans, quand on a claqué cette grosse porte, on est totalement isolé du monde extérieur. Là, je sens que je peux traverser la Terre, je peux aller sur la Lune et je n'aurai aucun souci à y aller. Déjà, les sièges de BMW sont plutôt bons, ils sont plutôt très à mon goût. La série 3, c'est bien. La série 5, c'est très bien. La série 7, c'est très bien. C'est fou cette bagnole comme on est bien dedans. L'accoudoir est parfait. Le deuxième accoudoir ici présent est parfait. Le siège, l'ergonomie, le genou est parfait. Le volant électrique est parfait. Évidemment, sur celle-ci, le siège est électrique. On trouve le réglage au millimètre, en hauteur, en longueur, le dossier, ce que vous voulez. Tout est parfait dans cette voiture. Ces petits bourrelets en cuir là sous le bois, mais pour moi c'est le détail de la tuerie. Autre détail très intéressant, la boîte à gants qui descend un peu de manière particulière, donc ça moi je kiffe. Les airbags sont nombreux dans cette voiture. Celle-ci dispose d'un volant sport M. Il est épais, la jante du volant est épaisse, le cuir est un vrai cuir de BMW, ça fait plaisir. Les commandes au volant, régulateur de vitesse, etc. Enfin, il y a pour moi le top de l'équipement possible dans une voiture. J'ai pas besoin qu'on m'aide à la conduite. Éventuellement l'ABS et l'anti-patinage pour des conditions difficiles. Mais les régulateurs de vitesse adaptatifs, on peut déjà l'avoir sur une série 7 comme ça, mais j'en ai pas besoin, c'est très rare. Les alertes de franchissement de ligne, je sais conduire, j'en ai pas besoin. Oh, quel plaisir. Et puis la tête sur l'appui-tête, mais quel bonheur cette bagnole, c'est vraiment la folie. Encore une fois, si vous êtes allergique au BM, vous n'aimerez pas cette voiture, mais si vous êtes amateur de BMW et du chiffre 7,
vous serez forcément amateur de ce véhicule. Éclairage de tableau de bord de couleur orange. Climatisation bizone. Double porte-gobelet anti-patinage qu'on peut désactiver ici. Boîte automatique à 5 rapports. Navigation GPS avec les fonctions très légèrement différentes de la E46 que j'ai l'habitude de fréquenter. Pourquoi? Parce qu'il y a la télévision analogique. Alors je sais qu'il y a des gens qui savent passer sur un tuner TNT sur ce genre de GPS et on peut continuer à regarder la télévision aujourd'hui. Mais sinon on est obligé de passer par parce qu'on avait la télé possible, hein, comme celui-ci. On ne peut plus aujourd'hui regarder la télé malheureusement sur ces voitures-là parce que le système est un peu archaïque. On est passé sous les nouveaux systèmes TNT, donc voilà. Ordinateur de bord complet avec l'heure, la date, etc. La consommation moyenne, bah, ça permet d'évoquer le sujet, 8,9 litres au 100 km. Les doubles commandes à droite et à gauche pour les feux et les feux anti-brouillard. On en profite sur le compteur de vitesse, le compteur très classique avec de gauche à droite, jauge à carburant, compteur de vitesse, compte-tour, économètre et jauge à carburant. 112 000 km, c'est le kilométrage total de cette voiture. Et là, on peut voir aussi les distances potentielles, la date, etc. Enfin, des choses qui sont chronométrables, on va dire. Et donc, la consommation moyenne qui ressort à 8,9 litres au 100. Pour ce genre de véhicule, c'est tout à fait raisonnable, hein. Je veux dire, il n'y a pas de souci de ce côté-là. On a une consommation absolument correcte, hein. Il faut pas oublier que c'est des voitures qui font quasiment 2 tonnes. Donc forcément, il y a une consommation qui est raccord avec le type d'auto. Siège à réglage à mémoire. Ici, les petits rangements supplémentaires. Enfin bref, le top du top en termes de finition, de qualité de fabrication. Donc les limousines, la porte arrière, hein, du même acabit que la porte avant. Les limousines, c'est fait pour monter à l'arrière. Autant dire que je ne sais pas si on est mieux à l'arrière qu'à l'avant, parce que là, à l'arrière, on est génial. Je me tais, j'ai plus rien à dire. En chipotant quand je règle au plus bas, parce que moi je suis un conducteur qui règle bas son siège, mes pieds ont un petit peu de mal à aller en dessous le siège. On va chipoter, on va dire qu'il y a ça. Après le reste, pourquoi j'ai pas été un grand de ce monde en 2000, je ne sais pas. Mais là en 2000, je suis assis ici, c'est le top du top. Voilà, j'ai pas grand chose à ajouter. A4, c'est royal, on a de la place à foison, on a toujours cette même qualité de bois, on a toujours ces haut-parleurs, on a toujours cette même qualité de cuir partout, on a toujours cette banquette arrière spécifique BMW qui vous fait glisser à l'intérieur. Le cuir est de haute qualité, là, non mais là ça tue de partout. Là, la sensation de gras que j'ai sur la qualité de ce cuir sur l'appui-tête, c'est fou. C'est fou, là j'ai la même sensation d'isolation, c'est extraordinaire. Il y a le toit ouvrant sur celle-ci, la vitre arrière est électrique. Non mais là je peux taper des millions et des millions et des millions et des millions de kilomètres avec cette voiture sans aucune difficulté. Je pouvais aussi avoir une prise audio arrière pour mettre un casque et appuyer sur la fonction TV pour pouvoir regarder la télé d'ici. Et là, très franchement, je vois correctement la télé si je m'installe ici sans aucun problème, hein. Donc là, vraiment, il n'y a pas de... Non, je suis subjugué par l'ensemble de cette voiture. En même temps, c'est une limousine. C'est le top du top de BM. Et bon, comme je kiffe les BM, forcément... En termes de rétrovision, pas grand chose à reprocher. Les rétroviseurs sont grands avec l'anti-angle mort ici présent. Là, une très bonne visibilité. Évidemment, la sensation de sécurité en cas de choc est exceptionnelle.
Et la lunette arrière également, aucune gêne de ce côté-là. Donc non, aucun problème. Position de conduite parfaite. Doit-on rajouter des mots? Je ne crois pas. Il y a beaucoup de place. Chargeur de CD, cric, boîte à outils. Filet pour éviter d'aller chercher ses gants tout au fond là-bas. Voilà, on n'a plus rien à dire. C'est très grand, c'est très costaud. Dernier point, avant d'aller essayer cette voiture, on va regarder le moteur de Prolétaire. Oui, parce que cette voiture s'offre le carburant non noble, le carburant agricole, le carburant diesel. Malgré tout, on a une fiche technique correcte. On a 193 chevaux sur cette version-là. Les premières versions démarrent en 183 chevaux sur les premières 730D. On a même eu droit à la 725 TDS et son 6 cylindres en ligne de 143 chevaux. Donc oui, et on a même eu droit à la 740D qui était un V8 diesel moyennement fiable. Donc cette voiture, elle dispose d'un 6 cylindres, elle dispose d'un turbo, mais elle dispose aussi d'une mécanique à fonctionnement diesel. On va les laisser sur route pour voir l'agrément qu'elle peut nous procurer. La série 7 bénéficie d'une ouverture de vitre arrière complète, ce qui nous permet d'essayer de mesurer les dimensions intérieures qui sont évidemment, j'imagine, généreuses, voire très généreuses. On a 1,42 m quasiment de large. Pour ne pas tricher au niveau du siège conducteur, nous avons 62-63 cm, 62 cm disponibles. En longueur de coffre, là ça va être extraordinaire à mon avis, 1,03 m. Et en largeur de coffre, ça va être aussi à mon avis sympathique puisqu'on dispose de 89 cm. On a largement de quoi mettre des valises dans cette E38. Voici donc au volant de la E39, de la E38 pardon. Donc nous voici au volant de la E38. On entend les radars de recul puisque évidemment je fais une marche arrière pour m'extraire du garage. On n'y voit absolument rien du tout, mais on va y arriver. C'est quand même une grosse bagnole, hein, faut pas oublier. Alors ce qui est assez décevant la première approche sur cette bagnole, et c'est ce qui est un petit peu dommage à la première approche, c'est qu'on entend bien le bruit du diesel, et ça c'est dommage parce que ça va pas trop avec le style limousinesque de la voiture. On aurait aimé avoir une voiture alors peut-être qu'à chaud on entendra moins le moteur, mais là ce que je donne c'est mon avis sur la première approche de cette voiture. Un silence de fonctionnement assez mauvais. Le reste du confort est absolument impressionnant. J'ai du mal à entendre l'environnement, les autres voitures rouler dans le coin, on les entend pas. On entend que mon moteur.
On va aller mettre une miette d'essence. Parce que j'ai peur de ne pas pouvoir aller au bout de mon essai, vu comment s'allume cette réserve. Donc on va assurer le coup. On va mettre quelques litres de carburant prolétaire. Et je vous reprends immédiatement. Nous voici donc réellement partis pour l'essai, après avoir mis quelques litres de carburant dans cette voiture. Donc pour le moment, l'aiguille de température d'eau moteur n'est pas arrivée à sa position, on va dire, de chauffe normale, c'est-à-dire la position centrale. Le moteur est malgré tout un petit peu moins bruyant que tout à l'heure, mais il se fait toujours entendre pour le moment. C'est en tout cas pour le moment toujours malgré tout un grand plaisir d'être au volant de cette voiture. Malgré le fait qu'on entende un petit peu le moteur et que ce soit un petit peu décevant. On sent qu'il y a du poids dans la voiture. On sent que le confort est absolument mémorable. Là voilà, le bus il m'a frôlé parce qu'il est passé dans l'autre sens. Je ne l'ai quasiment pas entendu. Ça donne une idée de la qualité de l'insonorisation de cette voiture. La qualité de l'amortissement de cette voiture. Évidemment, je ne lève aucunement la voix pour parler dans cette vidéo, et je pense que quand on va arriver sur la zone de, on va dire, d'utilisation de la voiture donc, et à température et en plus de ça vitesse stabilisée genre 90 km/h, je pense que là on aura un silence de fonctionnement, en tout cas c'est mon pronostic tout de suite, un silence de fonctionnement absolument intéressant. On est simplement perturbé un peu. En fait, quand on a ce genre de voiture dans les mains, le moindre petit bruit de grésillement peut nous perturber un petit peu. Et là, c'est vrai que sur cette route très défoncée, je pense que, à moins que ce soit ma caméra qui fasse du bruit, mais je pense pas. Je pense plutôt que les bruits environnants que j'ai, c'est au niveau de la coudoir. C'est pas grave, en soi, c'est rien du tout. Malgré tout, il faut le signaler. Donc la voiture est nettement moins bruyante là, à l'accélération que quand elle était à froid. Juste dommage, on aurait préféré un meilleur feulement moteur. Mais hormis ça, jusqu'à maintenant, on sent pas dans la direction, on sent pas les dimensions géantes de cette voiture. Alors ça, il faut savoir que là, cette série 7 là, c'est le petit châssis de la série 7. Hein. On a 3 niveaux de châssis, 3 longueurs possibles. On a celui-ci, le standard. Et en gros, on a une limousine, donc une IL ou une DL. D'ailleurs, je ne sais même pas si on pouvait avoir une limousine en diesel. Si vous avez la réponse, hein, vous pouvez toujours répondre. Je viens de me poser la question, est-ce que c'était pas réservé aux versions essence? Est-ce qu'il y a des limousines diesel? Et il y a eu quelques super limousines, je crois qu'ils s'appelaient HL, et qui a été des super série 7, donc avec 2 longueurs supplémentaires à partir du montant arrière, et du coup on avait un espace, on pouvait s'allonger quoi, quasiment dans la voiture, et là c'était absolument fabuleux. Donc c'est une voiture qui n'invite absolument pas à la conduite nerveuse. Il y a quelques séries 7 qui existent en boîte manuelle. C'est absolument inutile. Il faut l'avoir en automatique. Comme ça, on ne se prend pas la tête. La voiture, on la conduit à 2 doigts. La direction, c'est une direction servotronique. Donc, elle est assistée en manœuvre à bas régime et elle se durcit sur autoroute. Donc là, on peut tourner à 2 doigts son volant sans aucune difficulté. On est assis sans aucune difficulté dans cette voiture. Et on a un confort de fonctionnement tout à fait honnête, accompagné de cette boîte automatique. Le défaut,
c'est qu'il y a des performances qui me semblent assez modestes dans cette voiture. Mais en même temps, c'est normal. On a moins de 200 chevaux, on a un poids important, on a une transmission automatique qui mange un petit peu de puissance, mais qui a le goût de la boîte auto à l'ancienne, donc avec des passages de rapport assez moelleux. Le convertisseur mange un petit peu de puissance, mais vraiment on se déplace en toute sérénité. Pardon. Vraiment un petit peu déçu par contre par ce niveau sonore. C'est assez, on s'entend, mais en fait on est tellement dans des voitures exceptionnelles que dès qu'on arrête d'accélérer, on n'entend plus du tout le moteur, et c'est tellement extraordinaire à ce moment-là. J'ai jamais conduit de... alors j'ai dû peut-être par moment dans ma vie déplacer des séries 7 ou ce genre de trucs, mais je crois que j'ai jamais réellement... J'avais il y a très longtemps eu le modèle qui suivait celle-ci. C'était une 65, une 730D aussi, que j'avais vendue il y a bien plus de 10 ans maintenant. J'avais pas ce souvenir que c'était aussi sonore entre guillemets. Par contre, là, l'agrément de conduite me rappelle un peu la 530D E39 que j'ai fait il y a très très longtemps. On est plus proche de ça, d'une E39 en termes d'agrément, que d'une BMW vraiment bateau, comme était la E65 dans mes souvenirs. Après, une fois qu'on est arrivé au moment de fonctionnement, c'est un véritable tapis roulant. Alors évidemment, on a une sensation en plus de sécurité, encore plus dans celle-ci, on peut jamais dire neuve, parce qu'elle n'est pas neuve. Bien qu'elle n'ait pas beaucoup de kilomètres pour une série 7, je crois 112 000 km, 113 000 km, donc le kilométrage pour une série 7 diesel est absolument remarquable. Il n'y en a quasiment plus avec ce kilométrage là, mais comme cette voiture a subi un certain nombre de remises en état assez importantes au niveau de ses trains roulants entre autres, on a l'impression d'avoir une voiture qui sort de chez le concessionnaire. J'ai l'impression d'être en 2001 quoi. Là, avoir une série 7 comme ça qui a 100 000 km, j'ai l'impression d'être en 2001. Voilà, je peux faire ce que je veux avec cette voiture. C'est magique dans son agrément. Alors évidemment, en face il y a un tarif qui est en rapport. Évidemment, c'est pas la série 7 premier prix, mais la série 7 premier prix apportera pas l'agrément de cette voiture. Donc après, c'est un choix et un calcul à faire. Je crois parfois qu'il faut savoir investir quelques milliers d'euros de plus et s'offrir directement la bonne version, puisque des séries 7 en plus, ça a un coût de fonctionnement qui n'est pas le même qu'une série 3 ou pas le même qu'une voiture conventionnelle. Quand on a une série 7 qui fonctionne en tout point comme à l'époque, peut-être qu'il faut savoir craquer et s'offrir pour quelques milliers d'euros de plus la bonne version. Là, alors je sais pas que je fais la promotion particulièrement même si Beniscar ils sont très sympas et tout, ils savent très bien que si la voiture est pas terrible, je vais le dire. Mais là pour le coup, on a un produit quasiment unique. Donc je crois que quand on a mis bout à bout les choses l'un dans l'autre, parfois faut tout de suite avoir la bonne et peut-être se faire plaisir avec celle-là. En plus de ça, peut-être qu'au moment où la vidéo sortira de cette voiture, peut-être qu'elle sera déjà vendue et qu'on n'en parlera plus. Et si elle est vendue, tant mieux pour eux, et puis tant mieux pour la personne qui l'aura acheté et qui aura su apprécier les qualités de cette voiture. Mais franchement, là, j'ai un défaut à dire et j'insiste dessus, c'est le bruit du diesel. Mais franchement, sinon, c'est magnifique à conduire. Franchement, c'est une tuerie. Mais ça se rapproche beaucoup de la 530D. Voilà. Donc, au niveau de l'agrément moteur boîte, l'agrément est très proche d'une 530D pour ceux qui connaissent. Parce que c'est une voiture qui est quand même un peu plus abordable et un peu plus courante que la série 7.
Donc je crois que si elle vous intéresse, faut pas hésiter à se faire plaisir. Si vous en avez les moyens également, l'envie, la possibilité de la garer, parce que c'est une sacrée voiture. Ça, je sais pas si ça rentre facilement dans un box, une voiture comme ça. Voilà, il y a quelques critères à prendre en ligne de compte avec cette voiture. Mais franchement, c'est magique de pouvoir avoir la possibilité d'utiliser ce genre d'auto. Franchement, et d'avoir la possibilité de la conduire, ça fait vraiment plaisir. Ça se conduit sur un filet de gaz. Et à moi le sud de la France, à moi le sud de l'Espagne, à moi le sud de l'Italie, à moi l'Autriche avec cette voiture, en une traite s'il faut. C'est extraordinaire. Voilà, merci à vous d'avoir vu cette vidéo. Merci à Beniscar pour la mise à disposition de la voiture. Merci à vous d'être toujours plus nombreux, fidèles sur la chaîne Le Garage PTS. Merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter Le Garage PTS sur Facebook, YouTube et Instagram. Merci à vous, à bientôt.